Salut, je suis Sandra et je te souhaite la bienvenue sur le podcast qui va te donner envie de réaliser tes projets et même tes rêves les plus fous. Notre mission, t'apporter de l'inspiration. J'échange avec des femmes qui ont osé s'écouter. Choix de vie audacieux, parcours atypique, projets fous, elles nous dévoilent tout sans filtre. L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Olivia a 28 ans, elle est photographe et vidéaste et elle crée du contenu autour du voyage. Elle a un vrai objectif, créer des petits reportages, faire découvrir des pays et cultures aux gens. Tout a commencé lors de son premier voyage, seule en sac à dos en Irlande. Elle a tout de suite eu envie de faire ça toute sa vie. Pendant ses études, dès qu'elle avait des vacances, elle partait voyager. À la fin de ses études, elle a deux options. Option 1, démarrer en tant que journaliste dans un média et option 2, être indépendante. Évidemment, elle choisit l'option 2. Tout simplement parce qu'Olivia sait que son envie de liberté est trop forte pour y renoncer. Elle veut vivre sa vie à 1000% et se lever chaque matin pour un job qui la fait vibrer. Elle décide alors de se créer un job sur mesure. Elle crée son compte Instagram, son site et c'est parti. Elle prend son sac à dos, ses économies et part pendant 8 mois. Guadeloupe, Haïti, Mexique, États-Unis, Canada, Sri Lanka, Oman, Tanzanie, Kenya. Elle vivait de sa passion, mais n'avait absolument pas pensé comment elle pourrait gagner de l'argent. Alors comment a-t-elle fait pour développer son activité en trouvant un axe de rémunération ? Comment se passe le retour de son voyage après 8 mois hors du commun ? A-t-elle rencontré des mésaventures ? Qu'a-t-elle vécu ? A-t-elle eu des prises de conscience ? Olivia a compris un truc fondamental. Ne pas laisser sa peur prendre le dessus et ne pas faire confiance aux médias les yeux fermés. Il y a plusieurs réalités. Elle décide même de partir en Mauritanie ou encore au Nigeria, des pays considérés comme dangereux. Ce qu'elle veut, c'est bousculer les préjugés, aller voir de ses propres yeux et se faire sa propre opinion. Et évidemment, tout documenter en parallèle, sans jamais prendre de risques inutiles. Aller à la rencontre des gens, sortir des sentiers battus, créer du contenu style reportage plus poussé et que ça donne envie aux gens de découvrir des pays et régions méconnus, sortir du tourisme de masse. Son rythme de vie, 8-9 mois de voyage, puis retour en France et ainsi de suite. Olivia partage tout avec nous, ses aventures, son quotidien, sa mission, sa love story, ses projets comme sa série documentaire ou encore l'association qu'elle a créée. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Olivia. Salut. Comment vas-tu ? Très bien, merci, et toi ? Très très bien, je te remercie. Alors j'étais en train de dire justement à Olivia que j'hallucinais de voir tout ce qui se passe autour d'Olivia. Donc elle va nous éclairer parce que moi-même je suis perdue. Olivia, est-ce qu'on peut déjà commencer par une petite présentation ? Si tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots. Ouais, du coup, je m'appelle Olivia, je viens du sud de la France, à Montpellier. J'ai 28 ans et du coup, moi, mon boulot, c'est d'être photographe et vidéaste. Donc, il y a pas mal de projets autour de ça, mais principalement autour du voyage. Le but, c'est d'aller créer du contenu en voyage et ensuite de le partager sur les réseaux sociaux. Et tu t'appelles donc le petit reporter, donc tu te considères aussi comme reporter ? Exactement, ouais. Moi, le but dans tout ça, c'est d'essayer de tourner ça comme des petits reportages, de faire découvrir des choses aux gens. Et ouais, du coup, quand j'ai commencé, je me suis appelée le petit reporter pour essayer justement que les gens comprennent quand ils arrivent sur mes réseaux à peu près de quoi ça va parler. Ok. Alors, comme je te le disais tout à l'heure aussi, on aime bien au début des épisodes comprendre, si tu veux, d'où vient l'invité, qui est-elle, qu'a-t-elle fait dans le passé, et puis pourquoi elle en est arrivée là, en fait, de comprendre un petit peu le cheminement qu'il y a eu entre l'avant et le maintenant. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu faisais avant ça ? En fait, j'ai toujours fait ça. Okay. C'est-à-dire que après, en fait, j'ai commencé à voyager quand j'avais 18 ans, donc juste après le lycée. Je suis partie pour un premier voyage toute seule en Irlande. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment découvert cette passion pour le fait d'aller à la rencontre des gens, de prendre du temps. J'étais partie en sac à dos, donc c'était vraiment genre rien n'était préparé. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai juste ultra kiffé l'aventure. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie de faire ça sur le long terme. Donc ça a clairement pris du temps. Entre-temps, j'ai fait 3 ans d'études de journalisme pour quand même valider un diplôme pour que mes proches soient contents. Et en fait, à côté de ça,
je partais voyager pendant mes études quasiment à chaque vacances pour essayer d'aller découvrir différents pays. Je commençais un petit peu à partager, mais vraiment que à mon entourage proche au début. Et puis en fait, quand j'ai terminé mes études, du coup c'était en 2017, je me suis posé la grande question, c'était est-ce que j'essaye d'aller dans une rédaction? Vu que j'avais fait des études de journalisme, je pouvais bosser en tant que pigiste ou essayer d'avoir une carrière en tant que journaliste dans un média, mais du coup bosser pour quelqu'un, ou alors essayer de créer mon propre projet et dans ce cas-là être indépendante. En fait, j'ai choisi la deuxième option en me disant que si vraiment ça capotait, je pouvais toujours essayer de revenir à la première option, mais que je voulais avoir zéro regret et tenter de faire ce qui me faisait vraiment vibrer le plus. Et du coup, j'ai pris la décision en quelques mois de partir pour 8 mois de voyage toute seule, de créer mes réseaux sociaux et le petit reporter à ce moment-là. Et puis de voir en fait partir dans différents pays pour créer des photos, des vidéos, des petits reportages, mon blog voyage au passage. En fait, j'ai tout créé d'un coup et je me suis dit je vais l'alimenter au fur et à mesure de ce grand voyage. Et puis si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, au moins j'aurais testé. Et en fait, le concept a bien plu sur les réseaux. Le fait de voir une fille qui voyageait seule, qui montrait un petit peu plus les autres en avant qu'elle-même, du coup, ça a commencé à prendre, ça a bien marché. Et au fur et à mesure, ça a commencé à être un projet viable. J'ai pu avoir mes premières rentrées d'argent et c'est comme ça que tout a commencé. Et maintenant, je continue tout ce projet-là en essayant de bosser sur plein de trucs différents. Ok, donc super résumé. Et après, on va bien évidemment tout décortiquer, puisqu'on veut tout savoir, Olivia. Donc moi, j'ai lu sur ton super blog, qui est magnifique d'ailleurs, bravo, je sais pas si c'est toi qui le fait. Ouais, c'est moi. J'ai appris. Ouais, tu fais vraiment tout en fait, c'est un truc de dingue. Mais ouais, il est vraiment chouette. Donc j'ai lu, c'est très bien écrit d'ailleurs ta petite présentation. Donc tu dis effectivement qu'en 2017, tu crées le blog, tu pars voyager en sac à dos, donc tout arrive en même temps comme tu viens de le dire. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée, c'est que tu mets en gros que tu décides de te créer un métier sur mesure. Ouais. Ça, j'adore. Ça nous parle vachement chez les locomotives. J'adore. Et déjà, je trouve d'avoir ce mindset-là en 2017, tu vois, c'était pas donné à tout le monde, quoi. Ouais, non, il y avait pas énormément de personnes qui le faisaient. Alors, il y avait déjà des gens quand même qui étaient ce qu'on pouvait appeler digital nomades, qui faisaient des choses sur les réseaux sociaux, mais c'était quand même le début. Comme je l'ai dit, j'étais absolument pas sûre que ça pouvait marcher, mais je sentais qu'il y avait quelque chose à faire et je voulais vraiment tenter parce que j'étais ultra, ultra motivée. Ça regroupait vraiment en fait toutes mes passions. Donc la passion de l'image, la passion du voyage, des rencontres. Et je me disais que c'était vraiment possible de créer quelque chose autour de ça et tout en étant indépendante. Donc moi, j'ai une très, très forte envie de liberté. J'aime pas beaucoup la contrainte, le fait de pas pouvoir vivre ma vie comme bon me semble. Et c'est un peu cliché, mais je sais à quel point la vie est précieuse et du coup, j'ai envie de la vivre à 1000%. Et dans ce cas-là, de faire un taf pour lequel, quand je me réveille le matin, en fait, je suis ultra excitée. J'ai trop envie d'aller me mettre sur mon ordi, d'aller tourner à l'extérieur, de faire tout ça. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de me créer ce travail sur mesure qui, au final, regroupe plein de jobs un peu différents. Donc, faut être un peu polyvalent, mais qui au final fonctionne et me permet d'être super épanouie dans mon travail. Ouais, carrément, ça me parle tellement ce que tu dis, j'adore. Trop bien, franchement, bravo. Et à ce moment-là, donc tu pars, tu prends ton sac à dos, tu crées ton blog, tu pars voyager pendant 8 mois. Comment tu fais financièrement ? En fait, pour ce voyage-là, j'ai pris mes économies que j'avais réussi à avoir en faisant des photos de mariage. Donc depuis mes 17-18 ans, déjà je faisais de la photo à la base dans mon autre passion qui est l'équitation. Donc je prenais des cavaliers lors de compétitions en photo. Donc je gagnais un peu de sous par rapport à ça. Et après je me suis mise dans les mariages. Donc l'été, je faisais quelques dates et puis ça me rapportait des petits sous. Et ça m'a permis d'avoir assez d'économies pour partir voyager, sachant que je voyageais en mode petit budget, quoi. J'étais vraiment en sac à dos. Je dormais beaucoup dans les auberges de jeunesse. J'ai fait pas mal de stops.
Donc, c'était pas des budgets incroyables. T'as toujours été hyper débrouillarde, en fait, parce que je pensais à ta famille, j'allais te demander comment ont réagi tes parents, ton entourage, quand tu leur dis bah voilà, je me casse, quoi, je pars toute seule pendant 8 mois. En plus, t'es partie où pour commencer? J'ai commencé avec la Guadeloupe. Après, je suis allée en Haïti, au Mexique, aux États-Unis, au Canada, Ah ouais. au Sri Lanka, à Oman, en Tanzanie, au Kenya, au Mais attends, Japon. tout ça là pendant 8 C'était mois? ça. Ça, c'était pendant les 8 mois. Du coup, en gros, c'était Waouh. 3 semaines à 1 mois par destination. Sachant que le but, D'accord. c'était pas de faire tout le pays, hein, c'était de faire genre une région d'un pays, pouvoir faire quelques petits reportages et puis ensuite passer à une autre destination pour vraiment avoir des contrastes ultra différents entre chaque reportage. Incroyable. Alors, comment ont réagi tes parents? Bah, ils ont pas eu le choix, en fait. Ils ont bien vu que j'étais déterminée, que j'étais un peu, voilà, quand j'ai envie de tester quelque chose, même si, ça peut faire, peur ou ça peut faire douter, moi, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Donc, ils avaient déjà vu que j'avais voyagé quand même plusieurs fois pendant mes études et tout, à droite à gauche, principalement toute seule. Donc ça, ils savaient que j'avais cette passion-là. Après, amener le fait que j'essayais d'en faire un métier, alors qu'à l'époque, comme on le disait, c'était pas ultra, développé, ça a été un petit peu compliqué. Ils étaient pas forcément, à fond dedans, mais bon, ce que je dis à chaque fois, c'est que je leur ai pas vraiment laissé le choix. C'est que moi, je voulais me lancer là-dedans. Et puis voilà. Et puis au final, ils ont vu que après quelques années, j'ai bien fait et ça a fonctionné. Mais sur le coup, je pense que ce que ça leur a procuré le plus, c'est un peu de la peur, ce qui est normal quand voilà, ta fille, elle te dit, je pars voyager toute seule pendant plusieurs mois autour du monde dans certaines destinations où les gens vont pas forcément très souvent. Bon voilà, ils ont eu quelques craintes, mais au final, j'ai réussi à les rassurer un petit peu au fur et à mesure. Et pendant ces 8 mois, tu disais l'objectif, c'était d'aller dans enfin, une région précise dans chaque pays, enfin une ou peut-être plusieurs, mais en tout cas dans un endroit précis dans chaque pays, de créer du contenu. Et comment tu t'es dit que tu allais être rémunérée, en fait? C'était quoi l'objectif? Tu avais déjà un plan en tête? Pas du tout. À la base, je savais absolument pas comment je pouvais être rémunérée par rapport à ça. Il y avait pas du tout la rémunération qui existe aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Donc j'étais pas partie en mode, je vais pouvoir trouver des sponsors, je vais pouvoir gagner avec la pub ou ce genre de trucs. À la base, franchement, pour être honnête, je savais pas du tout, le côté, argent. Je partais vraiment pour essayer de développer le projet et voir comment ça allait se passer, mais je savais pas du tout comment j'allais réussir à gagner de l'argent par rapport à ça. Pour moi, c'était plus, bah, je vais continuer à faire genre les mariages l'été, bosser sur des petits trucs quand je suis en France et puis après je vais pouvoir, grâce à ces économies, continuer de voyager un peu et je pensais pas du tout qu'en fait, au final, c'était le fait de voyager qui allait me permettre de gagner ma vie. Ça s'est vraiment venu au fur et à mesure avec, bah, l'explosion, le développement de tout ce qui est, réseaux sociaux, influence, tout ça, qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai que non, à l'époque, j'étais quand même très, très loin de tout ça. Bah, c'est clair, c'était déjà, enfin oui, comme tu dis, c'était pas hyper développé, en fait. C'était pas hyper développé et du coup, tu as pris un vrai risque et en même temps, comme tu l'écris dans ton blog, tu as réalisé, un de tes rêves, quoi. Tu décides de tout quitter pour, découvrir le monde, ça, c'est tes mots, et je trouve ça génial. C'est ça et puis franchement, enfin, moi, à la base, c'était vraiment le fait de pouvoir voyager, de pouvoir avoir cette occasion de découvrir plein de choses, plein de pays du monde qui me faisait, le plus triper et c'était pas de gagner, plein d'argent ou quoi que ce soit. J'étais pas partie avec un business plan, en mode, bon, bah, au bout de 8 mois de voyage, il faut que je gagne, X, euros par an, enfin, c'était pas du tout, dans ce sens-là. C'était très innocent à la base et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné assez rapidement. C'est qu'il y avait pas du tout de réflexion, pour tout calculer, pour faire en sorte qu'il y ait des marques qui s'intéressent à moi ou quoi que ce soit. C'était vraiment pas dans ce sens-là au début. Ouais, c'était de la passion, en fait et c'est de la passion. Ouais, totalement. C'est C'est toujours ça, par ça reste passion. totalement de la passion.
C'est juste qu'aujourd'hui, en plus de la passion, ça me permet de vivre et donc c'est genre tout bénef. Carrément, non mais carrément, c'est c'est le but de chacun et chacune d'entre nous, je pense. Donc tu pars pendant 8 mois, tu découvres des pays de malades, j'imagine que tu vis une expérience de fou. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ouais. Tu rentres chez toi? Ouais, après je suis rentrée chez moi. Ça a été un peu particulier le retour parce que du coup, c'était Ah le ouais, premier retour de long voyage, et tu te sens toujours un peu quand même en décalage, que ce soit par rapport à la société en elle-même, par rapport à tes proches, par rapport à la réaction, enfin comment les gens agissent ici par rapport à là où tu as été. Donc ça a été un peu particulier. Il a fallu que j'arrive à me réadapter pendant quelques semaines et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Bah, c'est cool, mais et maintenant? Il ouais, se passe bah ouais, quoi?» c'est ça. Et du coup, bah, c'est là que j'ai essayé de développer, davantage, d'essayer d'avoir, plus d'idées pour justement pouvoir créer du contenu sur le long terme et pas me dire que bon, bah, c'était 8 mois, c'était cool, mais maintenant c'est fini, il faut passer à autre chose. C'était vraiment le début de quelque chose. Je voyais que ça pouvait marcher, donc il fallait ensuite, bah, continuer d'avoir des idées, de créer des projets, d'essayer de trouver, voilà, des idées pour des voyages qui puissent être intéressants au fur et à mesure et faire en sorte que le projet, bah, dure sur le long terme et soit pas juste un one shot. Carrément. Et du coup, comment tu fais ensuite pour mettre, encore plus de sens dans tes voyages et pour engager ta communauté avec toi? Est-ce que tu as une mission, à travers chaque voyage que tu fais? Comment tu mis tout ça en place? Bah, moi, comme je le disais un peu au début, le but vraiment dans tous ces voyages, c'est de mettre les autres en avant. Donc ça, c'est vraiment le concept de base, c'est que moi, quand je vais dans un pays, j'ai pas du tout envie de rester enfermée, dans un hôtel et de pas découvrir, en fait, ce qu'il y a en dehors des murs. Donc c'est clairement d'aller, à la rencontre des gens, d'aller me perdre dans des petits endroits, de sortir vraiment des endroits trop touristiques qui, en soi, me dérangent pas sur le principe. Mais, je trouve qu'il y a tellement plus à découvrir et à montrer et en fait, tu te rends compte au final que même une destination où les gens, ils voient certaines images, tout le temps, tu vois, d'un pays, ils ont une certaine image et en fait, tu peux toujours découvrir d'autres choses un peu plus profondes, un peu plus authentiques et du coup, moi, dans chaque voyage, j'essaye déjà de prendre du temps. C'est de pas rester, 2-3 jours, dans un pays, quoi. C'est vraiment de rester, plusieurs semaines et de me dire: «Bah, je vais essayer d'aller, faire un petit tour, pour rencontrer les gens, pour découvrir ce qu'ils font sur place». Il y a toujours des projets ultra intéressants, des gens qui vont faire, des choses parfois simples, parfois ultra poussées et en fait, c'est de pouvoir mettre ces gens-là en avant à travers des photos et des vidéos, tout en articulant le tout quand même, autour du fait que voilà, tu pars en voyage, donc tu découvres aussi des super paysages. Il y a quand même, toute la notion de voyage de base, mais en incluant ce côté reportage qui est un peu plus poussé, qui va faire que quand les gens ils vont regarder, le contenu, bah, le but c'est qu'ils apprennent quelque chose, c'est que ça puisse peut-être leur ouvrir les yeux sur certaines choses et que ça leur donne, l'envie par la suite, bah, soit de découvrir ces pays-là qui sont peut-être un peu, méconnus ou alors, dans des pays plus connus, d'aller dans des régions où les gens vont pas forcément et de voilà, de sortir un petit peu du tourisme, entre guillemets «de masse» où les gens vont facilement aux mêmes endroits. Ah bah, c'est clair. Tu as dû vivre des trucs de dingue, mais évidemment, je vais y venir après parce que j'ai envie de savoir un petit peu, bah, ce que tu as vécu, tu vois, les galères que tu as pu rencontrer, les pires moments et cetera, mais ça, on y viendra tout à l'heure. Donc à ce moment-là, donc tu rentres, tu te dis: «OK, il faut quand même que je réfléchisse si je veux vivre de ça et repartir en voyage, il faut que je trouve quelque chose pour en vivre». À partir de quel moment tu commences, du coup, à en vivre et comment? Enfin, comment tu t'y prends, quoi? C'est quoi le qu'est-ce qui se met en place? Bah, en fait, du coup, quand je suis rentrée, je savais pas encore exactement dans quel projet j'allais, me lancer sur le long terme et puis au final, le fait d'avoir grandi un peu sur les réseaux pendant mon voyage a fait que, au bout de quelques semaines, j'ai eu des marques qui ont commencé à s'intéresser à moi,
qui ont été OK pour sponsoriser un peu de contenu. J'ai eu des agences de voyage ou des offices de tourisme qui m'ont contacté, pareil, pour venir créer du contenu et derrière, commencer à m'acheter des droits d'auteur, par exemple, pour qu'ils utilisent mes images pour la promotion d'une destination canon. ou d'un produit, ce genre de choses. Donc moi, j'ai trouvé ça juste incroyable parce que de base, je partais en voyage juste pour le kiff. Et là, on me disait, tu pars pour le voyage, tu vas kiffer, tu vas faire le job que t'adores. Et en plus, on va te rémunérer. Moi, j'étais là, OK, les gars, il n'y a pas de souci, je vais faire ça toute ma vie. C'est clair. Incroyable. Donc, ça a commencé comme ça avec quelques petits contrats à droite à gauche. Après, j'ai lancé ma série documentaire qui s'appelle Humanité. Oui. Donc ça, c'était à ce moment-là, c'est quand je suis rentrée. C'est quand je suis rentrée du coup de ce long voyage que l'idée m'est venue parce que je voulais continuer ce truc de faire des reportages qui ont un peu du sens en mode plus poussé. Donc j'ai créé la série avec l'envie que chaque épisode à nouveau puisse être sponsorisé par des partenaires. Et donc pareil, ça serait le fait de partir tourner des documentaires à l'étranger et d'être payée pour ça en tant qu'indépendante et réalisatrice. Enfin, donc c'était genre le goal de ouf, quoi. Trop bien. Et puis après j'ai voulu continuer dans tout ça et je me suis dit que le truc était lancé et j'ai compris au fur et à mesure comment ça pouvait marcher et du coup j'ai continué à bosser avec des offices de tourisme, des agences et puis à trouver des partenaires pour faire en sorte de financer des futurs reportages. Et alors justement, mon oui, c'est parce que donc j'ai vu que tu avais créé donc cette série documentaire Humanité. Et en fait, donc dis-moi si je me trompe, mais j'ai lu aussi que tu avais le souhait donc d'inviter des personnalités du web ou du web, ça englobe plein de choses, des youtubeurs j'imagine ou des créateurs de contenu sur Insta, pour justement les emmener avec toi, c'est ça? Et les faire vivre ce que tu vis, leur faire vivre ce que tu vis. Ouais. C'est ça, c'est un peu un rendez-vous en terre inconnue, mais version web. Oui. C'est incroyable. Et du coup, je voulais vraiment, parce que moi, j'ai cette passion. Je sais que mon audience, elle est habituée à voir mon travail. Donc c'est trop cool quand moi, je peux créer du contenu pour mon audience qui va être ultra réceptive, parce que s'ils suivent mon travail, c'est parce qu'ils connaissent mes valeurs et ce que j'essaie de partager. Mais du coup, je me suis dit qu'avec cette série, je pouvais essayer d'aller encore plus loin et faire en sorte de toucher des gens qui, de base, sont pas forcément dans ce truc-là, qui vont pas, qui suivent pas beaucoup de créateurs de voyage ou qui voyagent pas forcément dans ce mode-là. Et du coup, le fait d'inviter un créateur de contenu à travers ma série, moi, je trouvais ça incroyable parce que autant pour le ou la créateur de contenu, ça le sortait un petit peu de ce qu'il avait l'habitude de faire. Le but, c'était vraiment de l'emmener dans un certain pays pour, encore une fois, rencontrer des gens, découvrir une certaine culture locale. Et après, une fois que le documentaire est sorti, toucher une audience qui est plus large, qui est pas forcément habituée à ce genre de contenu-là, et essayer de leur montrer que, en fait, sur Internet, on peut faire plein de choses. Il y a évidemment des choses qu'on voit beaucoup sur le divertissement, qui vont faire rire, c'est ce genre de choses. Mais on peut aussi montrer des côtés par rapport plus culturels, par rapport au voyage, qui vont nous faire un peu réfléchir sur certaines choses. Et je trouve que la puissance de cette série, elle repose là-dessus, quoi. Et alors, qui est-ce que tu as emmené avec toi? Du coup, donc là, j'ai eu l'occasion de tourner 3 épisodes. C'était avant la pandémie et malheureusement la pandémie, ça a été après ultra galère. Du coup, j'étais partie avec un photographe qui s'appelle Steven Herteler. On était allé au Kirghizistan. C'était une très très chouette aventure. Après, je suis partie avec Pauline du blog World Health. On était allé en Tanzanie pour aller à la rencontre des Maasai. Ça a été une aventure aussi incroyable. Et enfin, j'ai amené Adeline du blog On met les voiles en Haïti, où j'étais allée du coup pendant mon tour du monde pour aller à la rencontre d'une association locale.
Et donc, ouais, les 3 épisodes ont été tournés avant la pandémie. Ensuite, j'ai pu les partager. Les retours ont été vraiment chouettes. Donc, ça m'a motivée à fond pour la suite. Et là, j'essaye de bosser sur les prochains épisodes, mais ça prend du temps. C'est pas facile d'organiser tout ça, quoi. Et c'est complètement dingue. Et les gens avec qui tu pars, ils ont déjà un peu d'expérience dans le voyage un peu route, entre guillemets. Et tu pars combien de temps avec eux? Alors là, pour le coup, les 3 avec qui je suis partie avaient de l'expérience dans le voyage. Ils étaient voyageurs, pas forcément ultra route, en tout cas pas autant que certains moments qu'on a passés, mais ils étaient vraiment totalement ouverts à ça. Et chaque tournage a duré entre 1 semaine et 10 jours. En gros, c'était assez intense et on restait au même endroit. Le but, c'était pas de faire le tour d'un pays, c'était vraiment d'aller dans un village ou une région et de faire découvrir vraiment ce qu'il y avait sur place. C'est ouf, c'est vraiment ouf. Et donc du coup, c'est en 2019 que tu crées ce reportage. Donc là, entre 2019 et 2023, donc il y a eu la période pandémie. Comment ça s'est passé pour toi? Comment t'as fait pendant la pandémie? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et ensuite, comment tu vis là dans ton quotidien? À quel rythme tu voyages? Comment ça se passe pour toi? C'est quoi ta vie en fait? Bah du coup, ouais, la pandémie a mis un gros stop principalement sur la série parce que c'était bien lancé et en fait, après ça a été très galère parce que même là, faut réussir à trouver des idées de reportage, faut contacter les gens sur place, faut qu'ils soient OK. Et puis en fait, le plus compliqué, c'est d'être en contact avec les créateurs de contenu eux-mêmes, avec qui j'aimerais partir, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de projets, qui ont pas forcément d'idées de où ils vont être dans quelques mois. Donc le plus compliqué, c'est de réussir à gérer tout ça. Et après, en soi, la pandémie en elle-même a été assez productive pour moi parce que le fait de m'obliger à me stopper un peu, à lever le pied, c'était pas plus mal pour justement essayer de réfléchir à la suite, pouvoir bosser sur d'autres concepts. Et au final, donc j'ai passé la pandémie avec ma copine. On n'est plus ensemble aujourd'hui, mais à l'époque, on a passé j'ai vu. le confinement ensemble. Et en fait, c'est pendant ce confinement que, pareil, on essayait de réfléchir à ce qu'on voulait faire, partir voyager un peu sur le long terme. Moi, j'avais très envie de retenter une aventure de plusieurs mois et d'essayer de créer du contenu, au fur et à mesure. Et en fait, c'est à la fin du premier confinement qu'on a pris la décision de partir faire le tour du continent africain et d'acheter un 4x4 qu'on allait aménager pour voyager vraiment par la route, faire un voyage très différent de mon premier long voyage et de pas sauter d'un pays à l'autre avec des avions, mais plus de prendre encore plus le temps d'aller vraiment un peu partout grâce au 4x4. Et du coup, à la sortie du premier confinement, on a acheté notre 4x4. Joe, tu veux dire? On l'a aménagé. C'est Joe, ouais, exactement. C'est un Land Rover Defender qu'on a aménagé du coup toute seule, merci. Et après, en septembre 2021, on a quitté la France pour rejoindre le continent africain, donc via le Maroc. Et depuis ce moment-là, en gros, on est parti sur un rythme de 8-9 mois de voyage d'affilée. Et après, on rentre en France pendant 3-4 mois l'été. Ok, c'est ouf. Et donc, Point Love, donc tu l'as fait, tu es séparée de donc Charlie, Ouais. ton ancienne copine. Est-ce que vous vous êtes rencontrés en voyage? Ouais, exactement. On s'est rencontrés en Tanzanie. Alors, c'était un voyage que j'avais organisé avec plusieurs abonnés. Une fois que j'étais rentrée justement de mon tour du monde, j'avais adoré vraiment la Tanzanie. Et quand j'avais partagé toutes ces images, j'avais reçu plein de messages de personnes qui me disaient « mais on a trop envie d'aller découvrir ce pays-là, mais on n'ose pas forcément ou on sait pas trop comment s'y prendre ». Et du coup, j'avais eu l'idée de faire un voyage avec 3-4 abonnés. Mais trop bien. Je savais pas du tout si ça allait intéresser les gens. Et au final, si. Et donc, j'ai organisé ça avec
avec une agence sur place, enfin avec des amis qui s'appellent Fanny et Ibra, qui ont une maison d'hôtes et proposent des safaris. Ils ont vraiment c'est une agence locale. Et donc on a organisé ça. Et dans le premier voyage, parce que du coup il y en a eu plusieurs au final vu que ça a vachement intéressé les gens. Dans le premier voyage, il y avait Charlie et du coup on s'est rencontrés. Voilà, notre histoire est née pendant ce voyage en Tanzanie, quoi. C'est trop beau. Et c'est une super chouette idée d'emmener des abonnés avec toi. Ouais, je trouvais ça bien parce que justement, comme je disais, les gens me disaient qu'ils osaient pas forcément, surtout que l'Afrique a pas forcément une image ultra positive dans les médias et c'est tellement dommage. Moi, je sais que quand j'avais annoncé que j'allais au Kenya et en Tanzanie pendant mon voyage en solo, je recevais tellement de messages de gens qui me disaient voilà, t'as pas peur, ça va être dangereux, faut faire attention, alors que c'est des gens qui étaient jamais allés dans ces pays-là, mais ils avaient une image qui était totalement biaisée. Et au final, je leur avais montré que moi, j'avais vécu des choses incroyables. Je suis restée 1 mois et demi, au final, au total, dans les 2 pays. Et ça a été une expérience incroyable. Donc, j'avais trop envie de pouvoir partager ça avec des gens, de leur montrer que tu peux prendre les transports locaux, tu peux aller manger dans des boui-boui, tu peux rencontrer plein de gens incroyables, tu peux vivre des émotions comme des safaris sans payer 3 000 € la journée. Enfin, au final, il y a tellement de choses qui sont possibles quand tu creuses un petit peu et que tu regardes pas juste ce qui se fait sur les médias, quoi. Ouais, exactement. De toute façon, on est berné par les médias depuis bien trop longtemps, malheureusement. Et justement, est-ce que pendant toutes ces années de voyage, où tu étais seule ou accompagnée de Charlie, est-ce que tu t'es déjà, en toute transparence, est-ce que tu t'es déjà sentie en danger? Est-ce que tu as déjà vécu des situations dangereuses? Est-ce que ça t'est arrivé? Vraiment dangereuse, non. À aucun moment, j'ai eu peur pour ma vie. Donc non. Après, j'ai fait des mauvaises rencontres, mais franchement très peu. Il y a là en y repensant, sur tous mes voyages, j'ai fait vraiment 2 mauvaises rencontres qui au final se sont bien terminées, mais j'ai rencontré 2 personnes qui étaient mal intentionnées. Mais voilà, sur des années et des années de voyage dans plein de pays différents. Donc les gens à chaque fois qui essayent de me dire voilà, mais t'as pas peur, ça peut être dangereux et tout. Quand je regarde, non, si on veut parler en statistiques, j'ai rencontré autant de personnes malveillantes quand je suis en France que dans tous mes voyages. Donc pour moi la peur, ça doit pas être une barrière fatale au fait de voyager parce qu'au final ça peut très bien se passer, tout comme partout, tu peux rencontrer des gens qui sont mal intentionnés. Donc c'est sûr que si tu t'empêches de partir pour ça, c'est dommage parce que tu t'empêches de vivre des expériences absolument incroyables, alors qu'au final, si tu as des précautions de base, surtout quand tu es une fille seule, voilà, que tu fais attention à pas sortir la nuit par exemple, ou voilà, tu fais attention à ce qui t'entoure, faut pas être trop naïf non plus, mais il faut pas se mettre des barrières en se disant que tous les gens autour de nous vont être méchants et qu'on sait jamais sur qui on va tomber. Au final, enfin, moi vraiment 99% des gens que je rencontre, ils sont juste adorables, ils ont envie de partager un bout de leur vie avec moi. Et ouais, deux fois j'ai rencontré des personnes qui avaient pas ces bonnes intentions-là. Au final, ça s'est bien terminé. Mais c'est quand même une ultra minorité. Et à contrario, est-ce que tu as pris conscience, et j'imagine que oui, et peut-être très vite, justement que ce qu'on voyait dans les médias, c'était bullshit en fait, enfin bullshit, dans le sens où on met pas en avant certaines zones géographiques, je sais pas pour quelle raison d'ailleurs. Quelle prise de conscience t'as eu? Qu'est-ce que t'as découvert? Qu'est-ce que t'as vécu qui t'a vraiment marqué, où tu t'es dit putain, mais en fait pas du tout. Je sais pas si tu comprends ma question. Ouais, je comprends, mais du coup c'est très large parce qu'on pourrait, je pense, répondre pendant des heures à ça. Mais non, mais clairement, enfin, je me suis juste rendu compte que, en fait, on peut faire croire à des gens tout ce qu'on veut sur un endroit ou sur un événement, si vraiment on appuie sur un sujet en particulier et qu'on parle pas du tout de tout le reste ou du contexte. Et en fait, selon comment les choses sont racontées, tu peux avoir une idée très précise d'un endroit et au final, cette idée n'est pas forcément la réalité.
Et moi, j'avais vraiment des a priori vraiment forts sur certaines destinations avant d'y aller. Je sais pas, moi, par exemple, je sais que la Mauritanie, du coup, qui était le deuxième pays de notre tour d'Afrique, avant d'y aller, j'avais plein d'idées dans la tête, alors que j'étais jamais allée, mais par les messages que j'avais reçus, ce que je voyais sur les médias et tout, je voyais ça comme un pays qui allait être très dangereux, très radical, où ça allait être compliqué d'être deux femmes à se balader sans figure masculine à côté de nous. Ça allait être très compliqué de bivouaquer, parce que du coup, on bivouaque dans la nature avec le 4x4. Et je me rappelle que voilà, juste avant de rentrer dans le pays, j'avais ce truc où je me posais plein de questions. Et en fait, au bout de quelques jours dans le pays, tout s'est envolé en mode, non les gars, enfin la Mauritanie c'est génial quoi, les gens sont ultra accueillants. Il y a quelques régions, notamment frontalières, où il faut faire attention, il faut pas non plus faire n'importe quoi. Mais la partie où la plupart des gens traversent, en fait c'est génial. Le pays il est tranquille. On a fait des bivouacs parmi les plus beaux en plein désert. Et au final, quand toi tu vas sur place et que tu laisses ton esprit ouvert, même si on t'a mis des idées à la base dedans, t'arrives quand même avec voilà, tu poses un peu ton cerveau et tu te dis vas-y, je repars de zéro et je laisse la chance au pays de me montrer sa réalité. Et en fait, tu te rends compte que ouais, ça balaye tous tes préjugés et tu finis par toi dire aux gens mais les gars, la Mauritanie c'est incroyable comme pays, faut y aller. Et ça nous a fait ça dans plusieurs autres destinations, aussi le Nigeria qui a très très mauvaise réputation. Alors c'est véridique, hein, il se passe des choses quand même très négatives au Nigeria, mais en fait c'est dans des régions très précises. Et nous on n'a pas traversé ces régions-là, on a traversé à d'autres endroits. Et en fait on a fait parmi les plus belles rencontres du voyage. On a eu les plus beaux sourires des gens parce que justement il y a pas beaucoup de monde qui prend la peine d'aller dans ces destinations-là parce que on leur rabâche que c'est impossible, que c'est trop dangereux. Il y a des gens qui m'ont dit quand même que genre on était suicidaires d'aller là-bas et tout. Non, enfin au final on fait attention, on prend pas non plus des risques inutiles, mais par contre on a envie de bousculer un petit peu tout ce qu'on nous dit et tous ces préjugés-là, d'aller voir de nos propres yeux, de pouvoir se faire notre opinion à nous et au final de pouvoir montrer sur les réseaux sociaux, justement, à travers ces différentes images, qu'il y a une réalité qu'on nous montre, notamment dans les médias, mais il y a d'autres réalités qu'on ne montre pas et que, justement, moi, mon but, c'est de pouvoir en montrer une partie et encore, c'est pas toute la réalité. Il y a encore plein d'autres réalités et au final, chacun doit faire un pas vers toutes ces destinations magnifiques autour du monde pour se rendre compte par eux-mêmes de commencer réellement sur place. C'est génial ce que tu dis. C'est super et non mais j'adore dans le sens où effectivement c'est important, tu vois, d'avoir plusieurs perspectives pour justement avoir une autre perception et c'est bref, et c'est hyper important et c'est partout, enfin, comment dire, cette philosophie de vie, il faut l'avoir dans la vie, pas que dans le voyage, tu vois, c'est hyper important c'est clair. Ce que t'as dit, il y a toujours plusieurs réalités, quoi. Ouais, il y a toujours du positif à trouver quelque part aussi, je trouve. Enfin, carrément. Il y a des gens qui pensent tellement négatif, qui dès qu'il y a un petit truc qui va pas, après en fait ça va prendre le dessus sur le reste. Et au final, enfin moi même des pays où on a vécu des petites galères ou où on a eu des mauvaises rencontres ou quoi, mais quand tu regardes tout le reste qu'il y a autour, c'est pas ce petit truc qui va définir ton ressenti de la destination à la fin, quoi. Donc Bien sûr. je pense qu'il y a du bon et du mauvais à prendre de partout, mais quand on voit l'un, faut rester ouvert à l'autre, quoi. Complètement. Et se faire son propre opinion en vivant sa propre expérience aussi. Exactement. Et éviter, dans l'autre sens, de donner son opinion si on ne connaît pas vraiment les choses. Oui, c'est vrai. Comme je disais, les gens qui me donnaient tous leur opinion sur, par exemple, le Kenya, alors qu'ils y étaient jamais allés, en fait, ils se rendent pas compte que ils partagent juste des on-dit, des trucs. Des fois, tu vois, je sais pas moi, tu vas voir sur un réseau social un article qui est partagé, tu vas juste lire le titre, tu vas même pas lire l'article en entier, mais dans ta tête ça va rester. Et le jour où tu vas entendre quelqu'un qui va te dire moi je vais partir là-bas, tu vas dire ah ouais mais moi j'avais vu qu'il y a ça, il y a ça. C'est vrai. Et en fait non, ça peut être de mettre des
peurs comme ça, d'injecter des peurs aux gens, ça peut être ultra néfaste, alors qu'au final, ça n'a pas lieu d'être. Tellement vrai ce que tu dis, complètement d'accord. Est-ce que parmi tous les moments, je suis à donf, est-ce que parmi tous les moments que tu as vécu, je sais que c'est une question qui est chiante, mais j'aime bien la poser. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont plus marqué, par exemple, tu as des moments de fou ou des moments heureux, ou en tout cas des moments qui t'ont plus marqué que d'autres et que tu n'oublieras jamais et qui ont peut-être changé ta vie ou ta manière de voir la vie à tout jamais? En effet, c'est une question compliquée. Mais ouais, je sais. Mais là, en vrai, quand tu me poses la question, genre, je vois plein d'images dans ma tête de moments ultra forts. Et il y en a un qui ressort quand même beaucoup, c'est justement quand j'étais allée en Tanzanie pour la première fois, grâce aux gens que j'avais rencontrés, donc Fanny et Ibra qui vivent là-bas. Donc en fait, lui est tanzanien, il est Maasai plus particulièrement, et elle est française. Ils se sont rencontrés en Tanzanie quand elle était venue pour travailler un peu. Et bref, c'est une histoire d'amour vraiment trop mignonne. Aujourd'hui, ils sont ensemble depuis des années. Ils ont 2 bouts de chou. Et en fait, je les avais découverts grâce à Facebook, sur un groupe Facebook. Et donc, j'étais allée dans leur chambre d'hôte quand j'arrivais en Tanzanie. Et grâce à Ibra, j'avais pu passer plusieurs jours dans son village Maasai. Et en fait, ça avait été une expérience incroyable. Parce que, encore une fois, j'arrivais avec aucun préjugé, enfin, moi, je voulais être juste comme tout le monde, qu'on essaye de m'intégrer au maximum, que je puisse passer du temps avec tout le monde, que je puisse vivre avec les hommes, avec les femmes, découvrir leur quotidien. Et au final, ouais, ces plusieurs jours, ça avait été incroyable. J'ai été au sein d'une famille qui me partageait tout, qui me montrait tout. Je dormais dans une petite case sur une peau de vache qui, si t'as des problèmes de dos, genre tu te relèves pas le matin, mais l'expérience était genre juste incroyable. Et enfin, c'était parmi les plus belles rencontres que j'ai pu faire. Et c'est ce qui m'a montré encore une fois que voilà, quand t'arrives quelque part et que t'as envie de t'intéresser aux autres, que tu donnes la parole aux autres, que t'es curieux, tu poses plein de questions, t'as envie de découvrir comment ils font dans leur quotidien, tu te rends compte de toutes les différences qu'il y a dans les sociétés du monde et à quel point c'est ce qui rend notre monde super beau. Et en fait, c'est parmi les plus belles et les plus fortes expériences qu'on peut vivre en voyage. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que souvent, les plus beaux moments, c'est souvent des rencontres, en fait. C'est ça qui change tout. Ah clairement, moi, je sais qu'il y a des pays où, genre, peut-être j'ai pas fait grand-chose dans le sens où j'ai pas fait tout le tour du pays, tu vois. J'ai fait juste une petite région et au final, j'ai rencontré parmi les plus belles personnes où j'ai vécu des moments de partage ultra impactants et au final, je vais te dire, tiens, ce pays, il était incroyable. Et après, quand les personnes vont me dire, ah ouais, t'as fait quoi? Je suis allée là, j'ai pas fait 15 000 trucs, mais genre juste, en fait, les gens, quoi, les gens sont fous. Et cette gentillesse, ce partage et tout, c'est juste tout ce que tu as envie de découvrir pour moi en voyage. Et ça change toute ta perception d'un pays. Et c'est pour ça que je trouve que c'est ultra important d'aller vers les autres, de se dire, voilà, quand il y a des gens, tu peux aller leur poser des questions. Si tu vois qu'ils font un métier que tu connais pas, va t'intéresser à eux. Et au final, les gens sont tellement, enfin, la majorité des gens ont une nature profonde, très généreuse, et tu vas te retrouver à la base, t'as juste posé une question sur un truc, et puis tu vas finir par aller chez la personne, boire un thé, et puis enfin, de fil en aiguille, le fait aussi de pas forcément prévoir trop de choses et de se laisser un peu guider par les rencontres, par ce qui se passe, de garder cet esprit ouvert sur ok, là c'était pas mes plans, mais en fait les plans ça peut changer, on peut se réadapter, et au final ça t'amène à des expériences incroyables. Mais tu vois, c'est fou parce que toutes les nanas que j'ai interviewées qui sont des voyageuses et qui voyagent solo,
qui dorment en bivouac comme toi, etc., qui sont partis en Afrique et ailleurs, me disent toutes la même chose. C'est-à-dire, elles me disent toutes que les gens, la plupart des gens, et quasiment toutes, et toutes celles que j'ai interviewées n'ont jamais eu tu vois, de problème, machin. Et elles me disent en gros que les gens sont hyper bienveillants. Et effectivement, que dans les médias, on nous... tout le monde, enfin, ils sont drivés par la peur, en fait, hein. C'est leur kiff de nous faire peur, en fait, surtout. Et en fait, tu vois, ce genre de témoignage, ça fait du bien, parce que tu te dis, mais en fait, il n'y a pas que des tarés dehors, en fait. Enfin, la plupart des êtres humains sont quand même plutôt bienveillants, quoi. Moi, je pense que l'humain de base est foncièrement bon. Et en fait, tu t'en rends compte d'autant plus, je trouve, quand tu voyages seule et en tant que femme. C'est que les gens, en fait, ils vont avoir une envie, je sais pas moi, un petit peu comme une protection, je sais pas, envers toi. Et en fait, c'est tellement bienveillant. C'est les gens, ils vont venir vers toi pour te poser des questions. Ils vont dire, ah, bah, qu'est-ce que tu fais? Genre, si t'es avec un énorme sac à dos, tu vois, ils vont s'intéresser un petit peu à toi. Et puis, de fil en aiguille, ils vont te dire, ah, bah, est-ce que t'as pas besoin, je sais pas moi, d'un toit? Est-ce que tu vas les manger? Est-ce que t'as besoin que je te dépose quelque part? Et au final, c'est dans ces moments-là que après, tu vas vivre des expériences de fou. Mais faut vraiment, encore une fois, partir avec une ouverture d'esprit et du cœur qui fait que faut pas se méfier quand quelqu'un vient vers toi. Alors, encore une fois, faut pas non plus être naïf. Tous les gens n'ont pas 100% d'ultra bonnes intentions, mais faut se laisser guider un petit peu aussi. Ou quand on te dit, bah, vas-y, je vais te faire découvrir ça, je peux aller te faire découvrir ça et tout, faut être ultra ouvert à ce genre d'expérience parce que moi, je trouve que c'est le plus beau en voyage. Ouais, faut avoir confiance en les autres et en C'est la ça. vie et en soi, quoi. Ouais. En parlant des autres et donc des locaux, il y a un post que tu as fait que j'ai trouvé hyper cool. Tu parles d'un couple au Ghana qui a décidé de voyager un peu comme toi, enfin en tout cas dans ce style-là, on va dire. Et tu parles justement du fait, tu dis, enfin en gros, ce que ça veut dire, c'est comment on fait justement quand on a un local. Est-ce qu'on a ce luxe de pouvoir voyager comme ça et comment est-ce qu'on peut se lancer en fait? Et ce couple-là, j'ai pas regardé le reportage sur eux, enfin la vidéo, mais j'imagine qu'ils expliquent comment eux ils ont osé se lancer, comment c'est possible dans leur pays de se lancer en tant que locaux, etc. C'est ça? Ouais, exactement. Bah ça, c'est vrai que c'est des remarques que je reçois beaucoup et qui sont totalement légitimes. Le fait qu'on me dise que oui, moi j'ai quand même de la chance de pouvoir voyager comme ça, de pouvoir vivre comme ça. Alors moi, ce que j'essaye d'expliquer quand même toujours à chaque fois, c'est que moi, ma chance, clairement, c'est d'avoir un passeport français. Et ça, c'est Oui, indéniable. c'est Le vrai. passeport français, il est incroyable. Il nous ouvre énormément de portes. Et ça, pour le coup, c'est pas moi qui l'ai choisi. J'ai pas demandé à la naissance d'avoir un passeport français. Donc ça, c'est une chance par rapport à d'autres personnes qui ont en effet des passeports qui sont bien plus compliqués. Par contre, le fait d'en être arrivé là et de pouvoir faire ce travail, c'est pas de la chance, c'est vraiment On est d'accord. de la détermination, c'est du travail, c'est des sacrifices, c'est énormément de boulot. Donc ces personnes tout autour du monde qui du coup veulent essayer de suivre leur rêve, en fait, eux, ils doivent encore plus cravacher parce que ils ont en effet un passeport ou des papiers ou quoi que ce soit qui vont pas leur faciliter la chose. Et ça, on s'en rend vraiment compte quand on voyage. Nous, là, on a traversé près d'une vingtaine de pays jusqu'à présent pendant ce tour d'Afrique. À aucun moment, on nous a refusé l'entrée dans un pays. Des fois, ça a été un peu galère d'avoir des visas, il a fallu attendre. Des fois, il faut payer un peu plus cher. Mais on peut, au final. On nous a jamais fermé la porte. Et du coup, il y a des gens partout autour du monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, qui ont un passeport d'une certaine nationalité, qui malheureusement n'a pas des très bons accords avec d'autres pays du monde. Et en fait, c'est là que ça va être bien plus galère pour eux de vivre certaines aventures. Mais au final, il y a des gens qu'on a rencontrés, notamment ce couple de Ghanéens. Tu te rends compte que quand tu veux vraiment quelque chose, toi aussi, tu peux faire en sorte de travailler à fond, d'avoir une super détermination. Et peut-être que ça va être très difficile, par exemple, d'aller dans certains pays, mais tu vas pouvoir aller dans d'autres pays. Tu vas pouvoir déjà faire des super aventures dans ton propre pays.
Et au final, il y a des choses qui sont possibles. C'est juste que on a en effet pas tous la même chance sur le papier. Mais après, en termes de faire des efforts, de trouver des concepts intéressants et tout, au final, on se rend compte que tout est possible. Et encore plus, je trouve, aujourd'hui, avec toutes les plateformes qu'il y a, je pense notamment à TikTok. Moi, je trouve ça incroyable, le nombre de personnes qui sont au fin fond d'un pays, qui font quelque chose qui pour eux paraît assez banal, genre montrer un certain artisanat ou montrer un concept ou un truc, et au final vont exploser parce que justement ça montre que tout est possible et ça rassemble beaucoup de gens autour de ça. Et en fait, si tu es assez lucide sur les moyens que tu peux utiliser pour mettre en avant ton projet et essayer de trouver une certaine audience, au final, alors oui, ça sera plus galère selon où tu es dans le monde, mais c'est totalement possible à la fin. Et je trouve ça ultra motivant aussi de pouvoir mettre en avant ce genre de portrait parce que, oui, encore une fois, pour moi, en tant que Française, si j'ai une certaine idée, j'ai quand même un bagage de base qui m'aide beaucoup, que ça soit en termes financiers, en termes de papier, encore une fois, tout ça. Je peux faire en sorte de me bouger les fesses pour trouver les financements et tout ça. Mais des personnes partout autour du monde qui ont à la base moins d'aide, en fait, quand elles sont ultra déterminées, elles peuvent quand même réussir à créer des super belles choses. Et ça, je trouve ça vraiment ultra inspirant. En fait, ces gens-là, pour moi, c'est les plus inspirants possibles. Carrément. Et je rebondis juste sur le fait que tu parles de TikTok et du fait que quelqu'un peut être à l'autre bout du monde et se faire connaître grâce aux réseaux sociaux. Et c'est vrai que tu me fais réaliser quelque chose. J'en avais conscience, mais du coup, ça me fait mettre une phrase sur tout ça. C'est qu'en fait, les réseaux sociaux renforcent clairement l'égalité des chances, quoi. Ah oui, c'est clair. Et c'est vrai que clair. Pour moi, c'est le point positif. C'est le meilleur outil pour l'égalité des chances. C'est que ça te permet une visibilité qui peut être incroyable et qui peut changer ta vie. Enfin, quand tu regardes, il y a certaines success stories grâce aux réseaux sociaux de personnes qui étaient vraiment au fin fond de leur chambre ou qui avaient pas forcément tous les moyens genre d'ultra production d'un studio de tout ce que certaines autres personnes peuvent avoir. Et au final, grâce aux réseaux sociaux, ils ont été propulsés sur le devant de la scène, si on peut dire. Et puis, en fait, maintenant, ils arrivent à vivre de tout ça. Donc, c'est totalement possible. Carrément. Et ça permet aussi pour tous ceux qui n'ont pas de diplôme. Aujourd'hui, tu vois, c'est clair. Enfin bref, on va pas parler de ça pendant des heures, mais c'est un sujet qui est passionnant en fait. On pourrait clairement en parler pendant des heures. Ah oui, on pourrait totalement. Non mais voilà, grave. J'avais une autre question et je t'en ai parlé juste avant qu'on lance l'épisode. C'était au sujet de ton association. Je te demandais si c'était ton asso, si c'était toi qui l'avais créé. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement, s'il te plaît? Ouais, du coup, elle s'appelle l'association Naonai. Et Naonai, c'est justement une petite fille que j'ai rencontrée dans le village Maasai en Tanzanie, avec qui j'avais noué un lien très fort. Alors, ce qui était quand même assez fou, c'est qu'on n'arrivait pas du tout à communiquer entre nous parce que elle parlait le ma, donc c'est ce que parlent les Maasai. Et moi, je parlais français ou anglais, mais elle me comprenait pas, donc on n'arrivait pas à discuter. Mais on passait énormément de temps ensemble, avec les sourires, avec les gestes. Et bref, ça a été clairement l'une des rencontres les plus fortes à mes yeux. Et du coup, quand on a pris la décision de créer une association, donc avec Charlie et avec l'une de nos meilleures amies qui s'appelle Manon, ça a été genre tout naturel qu'on a appelé l'association Naonai. Et en fait, cette association, alors on est vraiment en mode zéro prétention. Notre but, c'est pas de dire que on va changer le monde, on va changer plein de choses ou quoi que ce soit, pas du tout. On voulait vraiment avoir une structure légale pour, quand l'occasion s'y prête, pouvoir utiliser justement les moyens qu'on a pour créer, pour aider des projets, pour mener à bien certaines choses. Et du coup, en fait, on fait des actions ponctuelles. On n'a pas du tout des projets qui durent pendant des années ou tous les jours. C'est pas, encore une fois, c'est pas une grosse association. Mais par exemple, on a pu financer des filtres à eau pour le village Maasai. Donc ça, c'était un truc ultra important parce que
ils puisaient l'eau dans la terre, mais qui n'était pas forcément de très bonne qualité. Donc on a pu trouver des fonds pour que localement, c'est pareil, le but c'était que tout se fasse local, c'était pas de dire bon bah de France on va vous amener plein de trucs ou quoi. Donc nous on est simplement là pour trouver des fonds, et après sur place c'est Ibra et Fanny qui ont géré pour trouver une association locale qui crée des filtres à eau, et ensuite on pu l'amener dans le village. Donc voilà, ce genre de projet. On a aussi pu aider du coup l'association en Haïti que je connaissais quand il y a eu un tremblement de terre, un nouveau tremblement de terre il y a quelques années, où la région dans laquelle l'asso est basé a eu quand même pas mal de dégâts. Et on a fait une collecte via notre association sur les réseaux sociaux. On a récolté plusieurs milliers d'euros qu'on a pu envoyer à Julien, celui qui gère l'asso en Haïti. Et ils ont pu reconstruire certaines maisons. Ils ont pu faire des abris temporaires pour les familles qui avaient perdu leur maison. Et voilà, c'est vraiment encore une fois des actions ponctuelles. On n'en fait pas non plus une énorme promotion sur les réseaux, parce que le but c'est pas du tout de se faire mousser. On n'a pas envie de gonfler notre ego en disant voilà, on fait des bonnes choses. C'est vraiment juste utiliser encore une fois les réseaux sociaux à bon escient, en se disant que quand on voit quelque chose sur lequel on peut agir, on peut aider, et on va utiliser cette notoriété-là, et on va essayer de faire en sorte d'aider à notre échelle certaines personnes. Trop bien. En tout cas, ouais, c'est très cohérent tout ce que tu fais et tout. Ouais, on peut parler d'écosystème, hein, tout cet écosystème que tu as mis en place et que tu continues à construire, c'est vraiment très très chouette. Bravo en tout cas pour tout ce travail, c'est Merci. Super. Est-ce que tu as un futur projet que tu as envie de partager avec nous avant qu'on passe à nos 3 questions rituelles de fin d'épisode? Du coup là, la suite de l'aventure, en fait, je vais continuer mon tour d'Afrique que j'ai pas terminé, parce que alors on s'est séparés du coup avec Charlie, ma copine, mais on est en très très bons termes. Par contre, on va au fur et à mesure continuer à voyager chacune de notre côté, même si on s'entend bien. Au bout d'un moment, quand t'es plus ensemble, faut couper un peu le cordon. Et du coup, en fait, là, en 2 années de voyage, on est allé du Maroc jusqu'en Namibie par la route. Et donc la suite là, c'est de continuer, donc repartir de la Namibie et puis faire l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est. Il y a rien qui est encore totalement écrit. Moi, j'ai pas de plan tout tracé, mais voilà, le but c'est de continuer ce tour d'Afrique, et puis après on verra. Le monde est à notre portée, quoi. Carrément. Super. En tout cas, je me suis régalée pendant cet échange, et j'ai 3 petites questions maintenant qui sont 3 questions rituelles qu'on pose à toutes nos invités. Ouais. Donc première question, c'était quoi ton rêve de petite fille? C'était pas forcément ça. Moi, à la base, quand j'étais petite, je rêvais d'être soit chirurgienne, soit vétérinaire. Donc ça n'a aucun rapport. Quand même très altruiste. Ouais. Et du coup, au final, ouais, les rêves que j'avais petite, se sont totalement modifiés au fur et à mesure. Et c'est plus mes rêves de lycéenne que j'ai réussi à mettre en place maintenant. Trop bien. Bon, en tout cas, on dirait que ça s'est modelé. C'est ça. Voilà, on est quand même sur les deux toujours, autres. Ouais, c'est pendant le développement. Alors, il y a des gens qui ont des rêves tout petits et qui ensuite les réalisent, et je trouve ça incroyable. Et moi, ça a été plus... en fait, ça s'est développé par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, par rapport à mes différentes expériences. Ça dépend aussi beaucoup de qui tu es entouré, de sur quoi tu tombes, ce que tu vas lire, comment tu vas te cultiver et tout. Et du coup, au fur et à mesure, ça s'est développé plus vers le voyage. Et aujourd'hui, clairement, je vis mon rêve à 1000%. Trop bien. Bravo, bravo, bravo. Est-ce que tu as une phrase, un mantra qui te guide dans la vie? Ouais, c'est encore une fois un peu cliché, mais en gros, c'est la phrase qui dit que on ne vit qu'une fois, et que du coup, il faut vivre bien. Donc, vivre à 1000% et faire en sorte de pas avoir de regrets. Trop bien. Et dernière phrase, ça veut dire quoi pour toi être la locomotive de sa vie? Moi, je pense que on est toutes et tous capables de faire de super belles choses, vraiment. Et qu'on a tous... Bref, il faut réussir à trouver ce qui nous passionne, ce qui nous fait vraiment vibrer. Et à partir de là, pour moi,
tout est possible du moment qu'on est déterminé, qu'on n'a pas peur de bosser, qu'on n'a pas peur de l'échec non plus, parce que certes, quand tu parles à certaines personnes, tu vois la réussite et tu te dis ouais, j'aimerais trop la même chose, mais tu te rends pas forcément compte qu'il y a eu aussi en route des échecs. Et en fait, quand t'as vraiment envie de quelque chose, il faut réussir à se lancer. Pour moi, le plus compliqué, c'est se lancer parce que à la base, on va avoir plein de peurs, que ça soit par rapport à nos proches, que ça soit par rapport à des idées un peu préconçues, la peur de l'échec, la peur de se prendre un mur ou de quoi que ce soit. Et en fait, on n'ose pas se lancer. Alors que pour moi, le premier pas le plus important, c'est justement de tenter. Et puis après, encore une fois, c'est tout le truc de pas de regret, parce que soit tu auras tenté ton truc et à la fin, tu vas vivre ton rêve, soit tu auras tenté, mais au moins, même si c'est pas bon, tu auras essayé. Et puis peut-être qu'il suffira de pas grand-chose pour ensuite réussir. Et encore une fois, on a tous plein de capacités pour faire des belles choses. Et il y a plein d'idées qui sont réalisables. Faut juste se bouger les fesses. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de sondages qui ont été faits auprès de personnes âgées. Et quasiment tous répondent la même chose, que leur plus grand regret, c'est de ne pas avoir réalisé leur rêve, ou du moins avoir tenté d'eux. Donc, clairement, le message est passé. Ça, c'est dommage. Bah ouais, carrément, c'est hyper triste. Merci beaucoup, Olivia, c'était génial. Je te souhaite plein de bonheur pour la suite, avec plaisir. Et puis, belles aventures pour toi qui continuent. Merci beaucoup, ça a été un vrai plaisir, franchement, ultra intéressant. Trop bien, trop bien, plaisir partagé. Merci, Olivia. De rien, ciao, ciao. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.